Mesdames et Messieurs, Excellences, au nom de l'Association suisse de politique étrangère, je vous salue à la manifestation de ce soir. Notre association peut fêter cette année son 50e anniversaire. Depuis 3 ans, nous organisons ces manifestations qui portent le nom Aula de politique étrangère, car elles ont lieu dans les aulas des universités. Nous avons commencé à Berne, ensuite depuis 2 ans à Zurich. Et nous sommes très heureux d'arriver dès aujourd'hui à la Suisse romande, à Lausanne, dans l'aula du Palais Rumine. Ce n'était possible que grâce à la coopération avec la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Son directeur, Gilles Grain, est membre du comité de notre association. Je lui cède la parole maintenant, mais avant cela, je dois clarifier une question assez formelle. Dès maintenant, je change quasiment de rôle ou de chapeau, car je suis en même temps l'auteur du livre qui sera présenté ce soir. Donc, la manifestation sera dirigée par Laurent Verly, vice-président de notre association. Et la parole est maintenant à Gilles Grain. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est une grande joie de vous accueillir ici, à un moment donné où l'orage menace, la crise nous guette, pour un événement qui sera très important. C'est vraiment une grande chance que vous soyez là avec nous. Et c'est aussi une chance pour notre fondation, la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, que d'être partenaire de l'Association de politique étrangère pour l'événement de ce soir. Et j'aimerais profiter de remercier très très vivement les 4 membres du panel qui sont avec nous. Bien sûr, Grete Haller qui a écrit un essai extrêmement stimulant qui est sorti comme cahier rouge de la Fondation Jean Monnet il y a maintenant 2 mois et que vous pourrez d'ailleurs trouver tout à l'heure à l'entrée de l'auditoire et qui est un essai vraiment très intéressant. Et puis il y a aussi 2 grands experts de la question fédérale, le professeur Dusan Sidjanski, qui est président d'honneur du Centre européen de la culture à Genève, qui a très très bien connu Denis de Rougemont, qui a travaillé longtemps avec lui, qui a fondé le département de sciences politiques de l'Université de Genève. Et puis François Chérix, qui est aussi un très très fin connaisseur de ces questions, qui est actuellement coprésident du nouveau mouvement européen suisse. Et puis bien entendu, M. Laurent Verly, qui est conseiller national, membre de la commission de politique étrangère, qui connaît aussi extrêmement bien les questions européennes et les questions de politique suisse, on peut dire, au niveau de la gouvernance multiniveau, que ce soit la ville, le canton, la confédération. Donc nous avons vraiment un panel d'experts pour un sujet extrêmement important, puisque l'Europe, c'est un objet d'étude qui nous intéresse. On peut avoir des philosophies politiques très différentes, mais l'objet est intéressant et est important pour nous. Et puis la Suisse, notre pays, qui est un modèle d'État fédéral depuis 1848, et c'est évidemment très très intéressant de s'intéresser finalement à ce que sont les 2 types de construction, de faire des liens, et ça sera l'objet du colloque de ce soir. Et donc, merci encore, mesdames, messieurs les intervenants, et puis aussi merci au canton de Vaud, parce que c'est grâce à la générosité du canton que nous pouvons être dans cette salle extrêmement emblématique, où ont siégé des générations d'étudiants, et puis aussi des générations, enfin, moins de députés. Donc merci vraiment encore d'être là, et puis je nous souhaite à tous une bonne soirée, et merci M. Verly d'animer. Merci beaucoup, Madame la Présidente Grete Haller, Monsieur le Directeur Grain, pour cette occasion que nous avons ainsi de pouvoir
permettre à l'Association suisse de politique étrangère de tenir une séance à l'occasion de son anniversaire, de son jubilé, ici en Suisse romande, dans une salle, il est vrai, qui a vu de nombreuses conférences, de nombreux débats politiques, estudiantins, universitaires, et je suis persuadé que cet état d'esprit de la salle de l'Aulade du Palais de Rumine va pouvoir nous permettre, tout au long de ce moment devant nous, de pouvoir justement poursuivre le dialogue, de pouvoir poursuivre le questionnement dans le sens noble du terme, afin de pouvoir ensemble réfléchir à les perspectives qui sont les nôtres, perspectives évidemment des relations de la Suisse avec ses voisins et en particulier dans le cadre de l'Union européenne. Avec ce titre, l'Union européenne et le fédéralisme, les enseignements de l'expérience suisse. Alors évidemment, dès qu'on lit ces mots, on pense très rapidement à Denis de Rougemont, il a déjà été cité, et évidemment que d'avoir le professeur Sidjonski avec nous ne peut faire aussi qu'un lien très direct avec Denis de Rougemont, mais d'une manière aussi plus générale, cette notion de notre situation. Nous avons souvent tendance en politique à entendre que l'Union européenne et la Suisse sont dans une seule sens ou dans un seul élément de motivation, respectivement de partage, sans aucun doute que la question est bien plus complexe et que c'est plus justement dans une notion de partage. Mais le but, mesdames et messieurs, n'est pas de m'écouter ce soir, mais bien au contraire d'écouter nos trois orateurs qui se sont aimablement préparés pour le débat de ce soir. Nous allons procéder ainsi. Chacun d'entre eux vont intervenir pendant quelques 10 minutes chacun, l'un après l'autre. Nous aurons ensuite un bref échange d'une dizaine de minutes avec les trois orateurs qui pourront certainement peut-être compléter quelques éléments ainsi ensemble, avant de permettre le moment important, et que vous attendez aussi sans aucun doute, d'un dialogue avec vous, mesdames et messieurs, dans la salle, d'une grosse demi-heure, si on peut le dire ainsi, à la vaudoise, afin de permettre justement de pouvoir échanger, comme je le disais tout à l'heure, de poursuivre ce questionnement ensemble, afin de pouvoir réfléchir ensemble et imaginer un certain nombre d'éléments. Permettez-moi donc, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, de vous donner la parole maintenant à Madame Gretaler, qui, évidemment, je ne peux faire qu'un bref résumé de ses différentes activités, docteur en droit, membre du Conseil national de 1987 à 1994, qui a présidé le Conseil national et donc l'Assemblée fédérale entre décembre 1993 et décembre 1994. Elle a ensuite été une des très rares personnes qui a passé de la politique à la diplomatie en titres et fonctions, si je peux le dire ainsi, puisque Gretaler a été nommée ambassadrice représentante de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg de 1994 à 1996, avant d'assumer d'autres fonctions extrêmement importantes de 1996 à 2000, puisqu'elle a été médiatrice des droits de l'homme pour la Bosnie-Herzégovine. Enfin, donc depuis 2014, c'est notre présidente de l'Association suisse de la politique étrangère et j'ai le grand honneur de lui céder la parole. Mesdames et messieurs, Madame Gretaler. Présenter un résumé de mon livre, ce que je voudrais faire maintenant, ce n'est pas très facile. Le livre contient plusieurs lignes de réflexion qui par ailleurs s'influencent mutuellement. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, je ne savais pas encore qu'il y aurait finalement une telle diversité de considérations qui se touchent l'une l'autre. À la première approche, en s'orientant à la table des matières, le livre se groupe en 3 parties. Dans la première partie, je compare la naissance de l'État national et l'individualisation du citoyen à la fin du XVIIIe siècle avec ce qui se passe aujourd'hui par la naissance d'une nouvelle forme d'étaticité dans le cadre de l'Union européenne. Une deuxième partie est focalisée sur la Suisse en reproduisant 2 textes d'auteurs suisses qui présentent les expériences et les acquis historiques de la Suisse
sous l'angle de vue de points de repère intéressants pour les étapes de l'intégration européenne. Finalement, dans une troisième partie, je réunis les réflexions concernant l'Europe et celles concernant la Suisse. Permettez-moi maintenant de reprendre rapidement les trois parties de manière séparée. La première partie contient d'abord une rétrospective historique. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à un défi comparable à celui qu'elle avait déjà connu à la fin du XVIIIe siècle. C'est à cette époque qu'on a inventé l'État national démocratique. Et cette invention était basée sur l'invention du concept de citoyen. Le citoyen est politiquement individualisé. Il est libre du critère d'appartenance lié à l'origine, c'est-à-dire d'une appartenance à un clan, à une famille, à un village, à une religion ou d'autres critères d'origine. Le seul fait qui compte, c'est la présence de l'individu sur le territoire de l'État national. À cette première libération au niveau de la définition par l'origine se joint une deuxième libération, celle de l'orientation vers le passé. Le citoyen participe à la discussion de l'ordre politique et juridique de son pays et il le fait en portant son regard vers l'avenir. C'est la libération de la définition de l'origine qui donne aux citoyens la possibilité de discuter de cet avenir avec les autres citoyens qui peuvent provenir d'une toute autre origine que lui-même. Un citoyen est donc toujours un concitoyen. À cette individualisation politique du citoyen s'opposent de nos jours des courants nationalistes. Ceux-ci cherchent à informer à nouveau les personnes dans une identité collective liée à l'origine et à une perspective vers le passé. Je parle de trois phénomènes qui sont portés en avance par ces mouvements en question. La xénophobie, l'europhobie visant l'Union européenne et la méthode populiste dont se servent les leaders de ces mouvements. Dans le combat contre ces trois phénomènes, l'individualisation politique joue un rôle central et montre pourquoi et comment les trois sont liés l'un à l'autre. Les trois phénomènes sont basés sur une annulation de l'individualisation politique. À la promesse de l'ouverture se substitue l'obligation de rester fidèle à l'origine et de en préserver la pureté. Or, celui qui ne reconnaît de loyauté qu'envers son groupe d'origine n'est plus en mesure de débattre les questions pressantes pour l'avenir avec un autre citoyen qui n'a pas la même origine, mais qui partage avec lui le même territoire. L'ouverture démocratique sur l'avenir cède devant le passé. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'au fond, le nationalisme trahit l'idée même de l'État national démocratique. C'est un constat assez paradoxal. La deuxième partie du livre reproduit d'abord un texte de Denis de Rougemont. Le philosophe de la pensée et de la culture a publié en 1965 un livre qui porte le titre « La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux ». Dans sa traduction allemande, qui était publiée encore la même année, le titre du livre rend mieux compte de son contenu, « Die Schweiz, Modell Europas », donc la Suisse comme modèle pour l'Europe. J'ai choisi ce texte car il décrit d'une manière très illustrative la naissance de l'État fédéral suisse. Il montre que le partage de souveraineté
entre les cantons et l'État fédéral a manifestement augmenté cette souveraineté dans l'ensemble. Le deuxième auteur, c'est le constitutionnaliste Alfred Kröltz, qui a publié un magistral ouvrage en 2 volumes sur l'histoire constitutionnelle de la Suisse moderne. Le dernier chapitre du second volume s'intitule « L'histoire constitutionnelle de la Suisse, source d'inspiration pour l'avenir de l'Europe ». Point d'interrogation. Ce texte a été publié en 2002. Les extraits des textes de ces 2 auteurs suisses montrent certaines lignes convergentes entre la Suisse et l'Europe. La conception qu'on se fait en Suisse du fédéralisme se lie avec la culture politique qui se développe actuellement en Europe. Le juriste Kröltz fait surtout valoir que la Suisse a repris dans la première moitié du XIXe siècle des principes individualistes de la Révolution française qui, même en France, n'ont jamais été mis en pratique. Ces principes pourraient être intéressants pour le développement de l'Union. Partant des constats de ces 2 auteurs, je relis dans la 3e partie du livre l'expérience suisse avec l'Europe, c'est-à-dire avec le développement futur de l'Union européenne. Dans l'Union, on voit émerger une nouvelle figure étatique. Cette figure n'est pas un nouvel État, comme l'État national. Elle repose bien davantage sur l'idée d'une institutionnalisation de la coopération. Mais ce n'est pas seulement une coopération des États au niveau intergouvernemental ou bien au sein des organes à niveau communautaire comme la Commission et le Parlement européen. La coopération s'attache aussi à l'individu. C'est pourquoi l'individualisation politique joue de nouveau un rôle important. La liberté de l'individu en Europe n'est plus garantie par son seul État d'origine, mais il l'est de surcroît au niveau européen. Ainsi, la notion de liberté acquiert une importance tout à fait centrale dans le cadre de l'intégration européenne. D'une part, les États membres, et d'ailleurs aussi les États qui participent au marché intérieur, comme la Suisse, les États ont accordé aux citoyens d'autres États des libertés qui autrefois n'appartenaient qu'à leurs propres citoyens. Ce faisant, ils ont assuré aux citoyens européens, politiquement individualisés, l'accès à un plus large espace de liberté. C'est ainsi qu'on a défini l'intégration des individus vécus au niveau des droits fondamentaux comme, je cite un auteur allemand, l'élixir de vie de l'européanisation. Fin de citation. D'autre part, l'Union européenne défend de manière de plus en plus systématiquement les libertés que, en raison de l'évolution internationale, les États ne sont plus en mesure de garantir eux-mêmes. C'est dans ce contexte que je vois des possibilités de contribution dans le sens de réflexion politique, même de la part des individus ressortissants des États qui ne sont pas encore membres de l'Union ou bien qui ne le sont plus, comme il pourrait arriver à la Grande-Bretagne. Les citoyens qui ont acquis leur individualisation politique peuvent devenir des citoyens européens, même si le pays dont ils sont ressortissants n'est pas membre de l'Union européenne. Cette citoyenneté européenne est un concept politique et doit être discerné clairement et strictement de la notion de citoyenneté de l'Union, qui est un concept juridique.
Mais la citoyenneté européenne mènera à long terme clairement à la citoyenneté de l'Union. Finalement, le livre contient quelques suggestions de savoir comment on pourrait réaliser cette citoyenneté européenne aussi en Suisse, même avant une adhésion formelle à l'Union. Pourtant, je voudrais en demeurer là et en parler, si on veut, plus tard dans la discussion. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Greta Lehr. Merci pour cette introduction à ce livre qui, sans aucun doute, ne pourra que vous inciter à aller plus loin encore dans cette réflexion. D'ailleurs, quelques livres, si vous le souhaitez, sont à disposition à l'achat tout à l'heure à la fin de cette rencontre. Proche collaborateur de Denis de Rougemont, mais plus que cela encore, puisqu'il a présidé le Centre européen de la culture fondé en 1950 par Denis de Rougemont. Il en est même le président d'honneur. Au-delà de la réflexion intellectuelle, qui évidemment l'a vu être professeur et aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Genève, qui a souhaité en 2016, en son honneur, créer le centre de compétences Dusan Sidjanski en études européennes. Et au-delà de toutes ces réflexions, aussi de l'action, puisque de 2004 à 2014, le professeur Sidjanski a été le conseiller spécial du président de la Commission de l'Union européenne. Évidemment, un très grand auteur, vous trouverez sans problème sur Internet la liste au complet de tous ses ouvrages. Nous avons le grand privilège de pouvoir l'entendre ainsi ce soir, et je lui cède la parole maintenant, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le professeur Sidjanski. Mesdames, Messieurs, chers amis, je dois d'abord faire une remarque très personnelle, et je m'en excuse, car il y a 64 ans, dans cette même salle, ici probablement où je me trouve, j'ai soutenu ma thèse du fédéralisme national au fédéralisme international. Et j'en suis d'autant plus ému. Je voudrais dire quelques observations au départ, et je remercie notre président ce soir d'avoir mentionné le centre de compétences auquel je consacre les dernières années de ma vie, comme autrefois et tout au long de ma vie, à l'Europe. Soit ce n'est pas une Europe fermée, car Denis de Rougemont a été le premier à inventer en quelque sorte le dialogue des cultures. Et si on réfléchit encore aujourd'hui sur ce thème que nous avons repris et nous avons publié un ouvrage, le Centre européen a publié un ouvrage, Dialogue des cultures au-delà du XXe siècle, dans le XXIe siècle. En effet, nous avons toujours considéré avec Denis que derrière les conflits, et la preuve est faite aujourd'hui avec le terrorisme islamiste et d'autres mouvements, il y a toujours la culture, le problème de la culture qui englobe non seulement les créations de l'homme, comme disait Denis de Rougemont, toutes les créations, mais aussi notre façon de penser, notre façon de vivre et de respecter les valeurs. C'est sur ce thème, l'Europe de valeurs, point d'interrogation aujourd'hui, que nous venons de publier un ouvrage, et si vous êtes intéressés, nous le diffusons gratuitement sur Internet. Il est disponible tout à fait librement. C'est la libre circulation des idées. Je voudrais en préalable dire deux mots également. Je n'ai jamais considéré
pardonnez-moi, que la Suisse est un modèle pour l'Europe. Il faut comparer des choses qui sont comparables. La dimension de la Suisse n'est pas comparable à la gestion, à la création, à la formation de l'Europe. Ce sont des cas différents. D'ailleurs, j'espère que l'Europe ne passera pas 5 siècles pour former ce qu'est aujourd'hui notre pays. Donc, il nous faut comprendre l'urgence d'aujourd'hui, qui est celle qu'en Europe, il y a des pays membres, des États membres, qui ne respectent pas les valeurs fondamentales sur lesquelles nous avons fondé cette Europe. Heureusement, la dernière nouvelle que j'ai reçue, ils ont trouvé une façon de détourner le traité, en quelque sorte, et les aides qui sont accordées, énormes, par exemple à la Hongrie, encore plus à la Pologne, ces aides risquent d'être diminuées si ces États continuent à ne pas respecter certains principes, dont par exemple l'indépendance de la justice, tout ça, ou bien la libre parole, expression des médias sur lesquels ils ont mis la main et renforcer cette autorité qui ne convient pas et ne coïncide pas avec nos valeurs de base. Je voudrais mentionner quelques origines et me débarrasser de quelques idées reçues. On dit très souvent l'Europe a été créée d'en haut. Non, l'Europe d'abord c'est un projet qui a duré des siècles. Depuis, Denis d'Augemont avait écrit son ouvrage sur 28 siècles d'Europe. Eh bien, ça continue. C'est un ouvrage qui parle des projets. Et ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que le projet bascule dans le politique et devient l'action politique avec le président de Pan-Europe. Je vais raccourcir tout ce que j'avais à vous dire. Simplement, je rappelle que tous ces projets et l'action qui a été entreprise ont été arrêtés par l'ascension de Hitler et que Hitler est arrivé grâce à la paupérisation, à une crise profonde qui a frappé toute l'Europe, y compris, vous le savez, l'Allemagne. Donc je mets en garde les crises. C'est pour ça que je suis profondément contre l'austérité qui nous a été imposée dans plusieurs pays. Et en tant que aussi citoyen d'honneur de la Grèce, je dois vous dire que la Grèce, grâce à ce mécanisme d'austérité, a perdu 28 à 30% de sa richesse nationale. Donc c'est une perte extraordinaire, réduit les gens à la misère, développer la pauvreté, et le résultat, les extrémistes se sont imposés. En Grèce, vous avez 10% de néo-nazis, et aujourd'hui, la menace la plus directe, c'est l'Italie. L'Italie est un avertissement pour nous tous. C'est que nous avons la Ligue du Nord, qui d'ailleurs se développe au sud, qui est du pur fascisme plus extrême que celui que j'ai connu malheureusement de Mussolini, puisque nous avons passé en tant que réfugiés par l'Italie pour arriver en Suisse. Donc c'est un souvenir grave, il faut le tenir. Et quand vous pensez aujourd'hui le développement de tous ces mouvements, que ce soit populistes, nationalistes, extrémistes, partout, même dans les pays comme le nôtre, je regrette de le dire, nous avons aussi un extrémisme qui se développe. Il faut penser sérieusement à notre avenir. Je crois que nous sommes devant des problèmes très graves auxquels il faut trouver des réponses. Deuxièmement, pourquoi l'Europe n'a pas été faite uniquement d'en haut? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des centaines de comités
des mouvements européens petits qui se sont créés dans différents pays. Là, le congrès de La Haye est le premier manifeste européen, en fait, qui est à conjuguer avec l'action de Jean Monnet. Deux hommes, deux formations différentes, l'un, l'homme pragmatique de tout ce qui est technologie, capacité d'avoir des idées d'avenir, et un autre qu'on pourrait considérer comme un rêveur, mais un rêveur qui a transmis des idées extrêmement valables et dynamiques. La seule différence, parce qu'ils avaient la même finalité, c'est la fédération européenne. Les deux étaient l'objectif est décrit dans le livre de l'un comme de l'autre. La seule différence majeure, d'ailleurs, c'est que Denis de Rougemont parlait de l'Europe, aussi des régions, alors que Jean Monnet ne pouvait pas penser en termes de régions à cette époque-là, surtout. Donc vous avez là quelques éléments qui nous conduisent à réfléchir aujourd'hui sur ce qu'est devenu cette Europe, créée sur les valeurs, créée contre les totalitarismes, contre les nationalismes, etc. Il est évident que nous avons un des problèmes, c'est celui de la création de l'euro. Car je considère que l'euro est le noyau aujourd'hui le plus important dans l'Union européenne. Madame Merkel ne s'est pas abstenue de dire à plusieurs reprises que la faillite de la zone euro serait la faillite de l'Union européenne et que l'Union pourrait disparaître. Ce qui viendrait après, je vous laisse imaginer, avec tous les armements, car nous sommes en plein dans la course de la réarmement, partout. Et les grandes puissances mettent beaucoup d'argent que nous ne connaissons pas dans le perfectionnement de leurs armes. Et surtout de l'armement nucléaire, s'agissant des États-Unis, où nous avons un président imprévisible, ce qui est très grave pour la politique et l'avenir du monde, qui entame une guerre commerciale, alors que l'Europe a été fondée sur l'ouverture, sur les échanges. Nous sommes là devant un grave problème qui exige le réarmement jusqu'à 2% de tous les pays membres de l'OTAN, toute une série de choses qui passent parfois inaperçues, mais qui risquent de devenir très graves. Voilà l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons. Deuxième élément, nous sommes aujourd'hui en plein d'une double crise de l'Union européenne. Une crise interne avec des menaces graves. Je vous cite un exemple, celui de la Hongrie, par exemple, qui, tout en recevant des aides substantielles, ne cesse de critiquer et d'attaquer l'Union européenne et souhaite rétablir une union des nations. Et vous en avez parlé tout à l'heure, le rôle aujourd'hui des nations, même la France, que ce soit la France, l'Allemagne ou d'autres pays de l'Union européenne, n'ont pas la capacité de se projeter sur le plan international. Ils ont perdu. Il ne faut pas rêver. Les Anglais qui sortent et qui pensent qu'ils vont reconstruire leur empire, ils rêvent. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui comme possibilité. La seule sortie pour nous, à mon avis, c'est de relancer cette Europe. Et c'est urgent de le faire. Deuxième menace, en dehors de ces menaces intérieures qui sont très graves en fait, et je cite l'Italie avec c'est un terremoto qu'ils ont eu en Italie récemment, pas de constitution de gouvernement, les grandes forces, ce sont des forces qui n'ont aucune ligne de conduite politique, aucune vision,
Et d'autre part, vous avez des partis politiques qui disparaissent, comme en France, les partis de l'opposition, le parti des Républicains, etc., sont affaiblis au profit des partis extrêmes. Et c'est grave de voir une sorte de répétition d'écho de l'histoire que, malheureusement, à mon âge, j'ai vécu pratiquement tout au long, comme réfugié pendant la Deuxième Guerre mondiale, vécu ce totalitarisme où vous êtes accroché, vous êtes assommé, vous êtes dominé par celui qui tient une arme contre vous. Donc il faut absolument se poser la question d'aujourd'hui. Et ce qui est effrayant, c'est que la crise, après les crises que nous avons connues, je cite une ou deux juste pour mémoire, chaise vide, c'était sur l'agriculture, ça a l'air de revenir. Nous avons connu des crises yougoslaves. On a laissé éclater un pays qui tenait relativement bien. C'était une fédération. Certes, il n'y avait pas les droits de l'homme, il n'y avait pas la démocratie, mais c'était un communisme un peu plus flexible que celui de l'Union soviétique ou d'autres pays. Crise de la Convention, à titre d'exemple, crise avec les référendums qui bloquent la création et l'avancement de l'Europe, et en même temps, à ces crises s'ajoute l'élargissement de l'Europe. On s'élargit sans avoir approfondi les instruments de l'Europe. Et ce qui est très grave, à mon avis, c'est que vous avez de plus en plus des signes d'un déplacement de la ligne fédérale qui était celle conçue par plusieurs des dirigeants européens, dont Delors. J'avais collaboré à l'époque avec Delors, et il était tellement fier de dire que la Banque centrale est une banque fédérale. Donc il était dans le mouvement de l'engrenage qu'avait imaginé Jean Monnet après la crise de la CED, où la dimension politique devient tabou et on concentre tous les efforts sur l'économie, essentiellement technologie, etc., recherche, mais on est dans des domaines où la politique est appliquée sectoriellement. Elle n'est pas ce qu'elle est essentiellement, un instrument de pensée et de direction globale. La politique, c'est la vision globale de nos sociétés. Voilà donc où nous en sommes. Autre crise très grave, celle de 2008. Imaginez-vous que le traité de Lisbonne de 2008, il entre en vigueur en 2008, n'a rien prévu d'anticrise. Il n'y a rien. Je sais que vous me rappelez, je ne suis qu'au début de mon exposé. Non, je vais raccourcir. Attends, oui, je sais que c'est votre travail, mais j'en arrive donc à la crise de la Convention, très grave, où Giscard d'Estaing, en arrivant en président, proclame « Nous sommes comme dans le congrès de Philadelphie ». Vous voyez la comparaison. Et puis, il nous propose une constitution de 350 pages que le gouvernement français, dans son intelligence, envoie à tous les citoyens pour qu'ils votent au référendum. Nous avions, nous, soi-disant les spécialistes de l'Union et des problèmes européens, des difficultés à analyser ce traité qui est distribué, qui ne prévoit rien pour l'avenir. Et je me suis penché évidemment sur ces problèmes. J'ai découvert une chose qui est impressionnante, c'est que d'abord, vous vous souvenez que notre Schäuble, le grand chancelier, pas chancelier, mais chancelier dans le sens de Monnet, avait un projet en
1994, ce projet était intitulé « Le noyau dur de l'Europe », un gouvernement, des institutions fédérales, etc. Tout ceci a disparu dans les sables. Ensuite, nous avons la banque BUBA, donc la banque centrale allemande, qui, je l'ai découvert récemment, grâce à Jean-Pierre Haute, qui m'a dit « Je crois que dans les documents de la banque, tu trouveras des indications sur l'avenir de l'euro. » La banque dit, et je peux vous donner des références, clairement, le succès de l'euro dépendra de la future union politique. D'ailleurs, elle a raison, parce que dans l'histoire, nous n'avons pas d'exemple de monnaie sans une autorité politique. D'ailleurs, c'est un des pouvoirs régaliens des plus importants. Quand vous vous posez aujourd'hui la question, devant ces crises que nous connaissons, devant ce qui se passe dans les différents pays, devant la résistance des pays, notamment de l'Est, à l'application des valeurs et de la démocratie, eh bien, quand vous vous posez ces questions, vous arrivez à la conclusion qu'il est temps de réagir rapidement. Macron arrive avec sa proposition. La proposition essentielle, en résumé, c'est une Europe de la souveraineté. Elle sera un peu avec l'idée de la souveraineté française, on le sait, mais il y a d'autres pays, il n'est pas le seul, et il y a le recours à ce que Jean Monnet a inventé, c'est la méthode communautaire, bien connue de notre ami directeur de la Fondation, qui est une méthode fédérale. On n'osait pas utiliser le terme, mais tout y est. En plus, les directives, c'est un instrument tout à fait de type fédéral. Nous avons des instruments, mais en réponse à la crise, que s'est-il passé? Eh bien, tous ces agences qui ont été créées pour la stabilité, pour l'inspection de la situation financière, et ci, et ça, toutes ces agences sont intergouvernementales. Monsieur le président du Conseil européen, le Belge, comment s'appelle-t-il? Le Belge. Voilà. Je n'aime pas prononcer son nom, c'est pour ça que je vous ai demandé. Parce que ce président belge, que j'ai suivi, j'étais encore auprès de José Barroso, avait créé un groupe qu'il appelait le groupe de réflexion et de travail, composé des ministres des Finances, qui s'est transformé en un groupe intergouvernemental dominé notamment, il faut bien le dire, par l'Allemagne et l'obsession de l'austérité. Les résultats sont là. Que faut-il proposer dans ces conditions? Je pense qu'il faut revenir à l'idée qu'au sein de la zone euro, il y a un noyau qui devrait être mobilisé pour relancer l'Europe. Refonder toute l'Europe, comme l'a proposé au départ Macron, ça prendra 5 ou 6 ans. Entre-temps, je crains que l'Europe ne soit condamnée. C'est ça le problème. Il faut donc une action assez rapide et c'est uniquement par un noyau. La Suisse a connu un noyau pour former la fédération. C'est le même cas dans toutes les fédérations qui ont réussi. Il y a eu toujours un noyau dynamique qui continuait à avancer et à entraîner dans son dynamisme les autres pays. Eh bien, c'est ce partage de souveraineté qui peut être réalisé par un noyau, mais pas par l'ensemble, qui est essentiel aujourd'hui pour l'Europe. Si nous voulons qu'elle survive, qu'elle puisse parler au nom de nous tous, au niveau des Chinois, des Américains, de la Russie de plus en plus armée et d'autres pays émergents en grande puissance, comme l'Inde et d'autres,
devant ces armements, devant toutes ces craintes qui sont justifiées, il faut vraiment qu'il y ait une solidarité européenne qui ne peut être bâtie sur la base d'un noyau. Et ceci est prouvé par de nombreuses études. Je vois que Monsieur le Président m'oblige de lui céder la parole. Merci de votre attention. J'espère que nous aurons l'occasion. Merci infiniment. Oui, je suis désolé, c'est le triste sort des présidents de séance, c'est d'être frustré et de frustrer l'orateur et les personnes qui l'écoutent. Mais nous avons quand même un certain programme et le but est de pouvoir donner la parole à notre troisième orateur, que nous connaissons évidemment dans le canton de Vaud. Lui également, acteur dans la réflexion, on connaît son rôle de chercheur et d'écrivain, mais également dans l'action, en particulier en politique, puisqu'il a présidé le mouvement Renaissance Suisse Europe, coprésident du NOMES actuellement, mais également acteur très direct, puisqu'il a été en 1999 élu à l'Assemblée constituante vaudoise. Nous avons eu le privilège et le plaisir de siéger ensemble dans ce cadre. François Chery est également très actif et très intéressé par la question de l'Europe des régions, et plus particulièrement, vous vous en souvenez, puisque ça me fait ainsi un lien direct entre lui et le professeur Sidjanski, puisqu'il avait été également l'un des initiateurs, il y a quelques années, avec d'autres personnes, d'une notion de rapprochement Vaud-Genève, notamment dans cette notion de l'Europe des régions. Je lui cède la parole sous vos applaudissements. Oui, mesdames, messieurs, chers amis, je me réjouis beaucoup de cette discussion de ce soir parce qu'en fait, elle touche toute une série de thèmes tout à fait passionnants. Et aussi parce que la publication de Greta Lehr est féconde. Elle a de multiples entrées, de multiples ouvertures sur des questions et des interrogations tout à fait fondamentales. Alors, si vous le permettez, j'aimerais, avant que nous débattions tous ensemble, apporter des éclairages sur 3 domaines, en fait. Rapidement, quelques mots sur le fédéralisme suisse, sa nature. Et puis, j'aimerais m'interroger dans une deuxième étape, au fond, sur ce développement tout à fait paradoxal de la culture suisse qui va passer de sa nature fédéraliste à la forme que nous connaissons maintenant d'un certain nationalisme. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment? Enfin, dans une troisième étape, j'aborderai rapidement cette question centrale développée par Greta Lehr de l'individualisation et de l'espace européen. Alors, fédéralisme, juste quelques éclairages complémentaires, parce que là, il y a des grands experts, Greta Lehr a dit beaucoup de choses, professeur Sidjanski sait tout sur la matière. Juste quelques mots peut-être pour amener une mise en perspective de certaines manières dont on récite au fond l'histoire suisse. J'ai le sentiment qu'on a souvent, s'agissant de 1848, une vision un peu angélique. On a l'impression, en lisant les textes, que le Saint-Esprit fédéraliste est tombé sur un peuple vertueux, des sages, des hommes mesurés, pleins de respect, et qui sont désireux de s'unir. J'aimerais quand même vous rappeler, chers amis, parce que c'est utile pour la discussion de ce soir, qu'au XIXe siècle, les Suisses s'affrontent. Naturellement, vous le savez, il y a Sonderbund, mais prenons un autre exemple tout à fait frappant. Juste avant, 1815, Congrès de Vienne, c'est tout à fait fascinant. Il n'y a pas d'esprit suisse. Donc les Zurichois au Congrès de Vienne ne veulent pas entendre parler des francophones, ça ne les intéresse pas. Les Fribourgeois souhaitent que Vaud retourne dans le giron de Berne. Les ambassadeurs des cantons sont souvent les ambassadeurs d'autres puissances européennes, etc., etc. Et il y a au fond une remarque tout à fait emblématique de Pictet de Rochemont, qui était l'un des représentants de la délégation genevoise, et qui dit, au fond, nous les Suisses, on a été entendus 5 minutes par cette fameuse Commission européenne des affaires helvétiques, puisque les Suisses n'avaient pas directement voix au chapitre, mais ça n'a servi à rien parce qu'on s'est disputé pendant les 5 minutes. Donc, en fait, là, on voit comment les circonstances étaient rudes, comment les affrontements étaient forts et comment le fédéralisme est aussi né
de la pression extérieure, des circonstances, des conflits et de l'environnement historique. Et ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on ne peut pas comprendre 1848 sans 1815 et qu'au fond, on ne peut pas comprendre la nation de la volonté, on aime toujours l'appeler ainsi, sans comprendre et admettre qu'elle est aussi la nation de la volonté des autres. Un deuxième élément intéressant dans le fédéralisme, rapidement, et sur l'époque 19e, c'est qu'en 1848, il n'y a pas les peuples. On dirait aujourd'hui, en termes populistes, que ce sont les élites qui ont fait la Suisse. Alors, certainement, bien sûr, il y a eu ce fameux scrutin après le projet de constitution de 1848. On a soumis la constitution aux urnes. Mais, chers amis, vous le savez parfaitement, 6 cantons ont dit non. C'est pas rien. Et parmi ces 6 cantons, il y avait les 3 Waldstätten, donc des cantons symboliquement très forts. Petite comparaison intéressante. Quand l'Europe, en 2005, doit se prononcer sur le fameux traité constitutionnel européen qui a été refusé, elle met la barre démocratique plus haut que la Suisse. La Suisse se croit toujours vertueuse en matière de démocratie, puisqu'au fond, elle va espérer l'unanimité des États membres, elle ne l'obtiendra pas. La France et la Hollande vont dire non, et le processus va être stoppé, alors qu'au fond, en 1848, les gens se sont réunis après le vote, qui avait aussi une participation misérable. Ils ont dit, bon, écoutez, grosso modo, c'était accepté, en route, constituons cette fameuse Suisse. Donc, on voit par là que le professeur Sidjanski l'a dit qu'il faut se garder de prendre la Suisse comme modèle et au fond de faire un système de décalque et au fond d'image vertueuse de notre pays qui devrait s'appliquer directement à l'Union européenne et que le fédéralisme n'a pas été simplement aussi le fruit d'une sagesse supérieure de nos concitoyens d'alors, mais bien aussi le fruit des circonstances. J'en viens à la deuxième étape, une question tout à fait fondamentale. Je m'inscris aussi dans la réflexion de la culture. Le professeur Sidjanski a dit combien c'était fondamental. Une question d'ordre culturel. Un gigantesque paradoxe. Greta Lehr, vous l'évoquez dans votre livre. Comment se fait-il, comment se peut-il que la Suisse, État fédéral par essence, hétérogène, n'ait pas pu se projeter dans l'Union européenne qui lui ressemble tellement ? Ça, c'est quand même une question assez fondamentale. Et sur ce plan-là, complexe, j'oserais une hypothèse. Au fond, qu'est-ce qui se passe sur l'échelle du temps, de manière très simplifiée ? Il y a 25 ans à peu près, l'Europe, en proposant un nous à la Suisse, avec toutes les opérations de Delors et la mise en place de la possibilité de l'espace économique européen, en proposant un nous, l'Europe a contraint la Suisse à dire « je ». Elle a contraint la Suisse à se demander qui elle était. Elle s'est trouvée interloquée, la Suisse. Et là, malheureusement, me semble-t-il, elle est retombée sur la solution de facilité en termes d'interrogation identitaire. Elle a dit voilà, je ne suis pas comme toi. Je suis différent. Je suis un Sonderfall. Et ce qu'on a vu, si on regarde alors, et vous le savez, je suis vraiment au jour le jour depuis très longtemps le développement du débat dans notre pays. Si on regarde ces 20 dernières années, on voit se construire, hélas, une espèce d'identité à contrario, avec la montée du nationalisme, de l'UDC, etc. Mais au fond, cette Suisse qui s'interroge résout le problème en disant, eh bien, être Suisse, c'est ne pas être européen. Être Suisse, c'est penser qu'on ne sera jamais membre de l'Union européenne. Être Suisse, c'est eurosceptique, c'est être eurosceptique, etc., etc. Et avec le résultat que vous connaissez aujourd'hui, qui est comme un résultat empiriquement non contestable, le premier parti de Suisse est un parti nationaliste, évidemment, l'UDC, mais aussi, il faut le dire, les thèses de l'UDC ont souvent passé dans l'ADN des citoyens, dans l'ADN de nos dirigeants politiques et même parfois dans celui du Conseil fédéral, à tel point qu'on est maintenant dans une situation globalement admise que Suisse, notre chère Suisse, doit naturellement avoir des relations avec l'Union européenne, naturellement pour des intérêts économiques, mais qu'elle ne participe ni de son esprit, ni de son aventure, ni de sa culture, ni de son destin. Alors, ce que je voudrais souligner sur ce point, puisqu'on s'est interrogé sur ces questions-là grâce à vous, Greta Lehr, c'est qu'au fond,
il y a une espèce de retournement tragique du fédéralisme. Dans la mesure où le fédéralisme présente par nature, Rougemont le dit, un déficit d'identité, puisqu'au fond, il se met au-dessus des fameuses patries cantonales, il a incité, au fond, hélas, au vu des circonstances, à la création d'un nationalisme répondant à ce déficit. Et on s'est trouvé dans la situation que nous avons actuellement d'une Suisse hétérogène et pourtant nationaliste, d'une Suisse qui est, comme l'aimait bien dire Guy-Olivier Second quand il était encore aux affaires, qui est la maquette de l'Europe et qui ne parvient pas à la rejoindre. Donc là, on a quelque chose de tout à fait intéressant qui montre aussi qu'il faut se garder d'un éloge du fédéralisme qui serait simplement perçu comme la seule méthode, le seul processus conduisant à ces fameux partages de souveraineté, à ces fameux équilibres, et comme la seule manière d'avancer dans le projet européen. Non, la culture suisse, malheureusement, dans cette évolution-là, n'a pas donné les fruits qu'on attendait. Elle est en ce moment en échec sur ce point. C'est ma deuxième réflexion. Et puis troisième, sur ce point tout à fait fondamental et important, avancé par Greta Thaler, la question de l'individualisation face aux espaces, naturellement, j'y souscris totalement. L'intention de Greta Thaler, je ne peux que la saluer. C'est-à-dire cette idée que par l'individu, on peut émanciper les personnes des territoires, des nations, des communautés, et au fond, on peut désappartenir, se libérer des phénomènes d'attachement trop forts à des clubs et à des espaces restreints. Alors naturellement, bien sûr, c'est une réponse au nationalisme. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord, une réponse qu'il faut cultiver dans cette idée cosmopolite, au fond, de citoyenneté. Mais j'aimerais dire là-dessus qu'il y a quand même une condition, c'est que cette individualisation se fasse à partir d'individus humanistes, à partir d'individus qui ont une conscience collective, à partir d'individus qui ont une volonté, quel que soit le système dans lequel ils vont s'intégrer, de s'y intégrer avec les autres. Sinon, on va tomber non pas dans l'individualisation, mais dans l'individualisme. Et ce point-là me tient à cœur pour une raison toute simple, dans le travail que je fais avec beaucoup d'autres en politique, dans les campagnes, etc., je vois combien le risque qui menace nos sociétés actuellement, c'est l'égocratie. Je vois combien la montée de ce qu'on appelle la démocratie numérique, à laquelle on ne pourra pas échapper, pourrait conduire à des sociétés qui ne sont plus que des additions d'individus, au fond, détachés des contingences du groupe. Donc, oui à l'individualisation, pour autant qu'elle soit faite dans l'esprit, dans la grammaire de l'humanisme. Alors, peut-être un autre élément pour compléter cette individualisation, cette désappartenance, et peut-être qui serait peut-être aussi de nature plus facile à accepter, parce que ce processus est exigeant, par l'ensemble des personnes. J'aimerais bien parler à ce titre de multi-appartenance. Oui, la désappartenance en tant que civilisation, ok, mais la multi-appartenance, c'est peut-être quelque chose de plus facile à appréhender, c'est-à-dire pouvoir être lausannois, vaudois, suisse, francophone, européen, etc., dans l'ordre qu'on veut, avec l'intensité qu'on veut. Être multistrate. Alors, si on peut désappartenir, tant mieux, mais si on ne peut pas, soyons au moins dans cette multi-appartenance-là. Et je terminerai parce que le débat nous permettra d'aller plus loin sur ce souhait fondamental qui rejoint celui du professeur Sidjonski, mais dans un autre domaine plus culturel et qui touche directement la Suisse. Multi-appartenance, l'appartenance européenne, on en a besoin maintenant, tout de suite. Merci beaucoup à François Chery et nos différents interlocuteurs et intervenants. Vu l'heure, je vous propose d'entrer directement dans le débat avec la salle, afin que, si j'ai frustré certains, j'essaie de frustrer le moins possible les gens de la salle en tout cas.
Vous le savez, cette rencontre ce soir porte le titre de l'Union européenne et le fédéralisme, les enseignements de l'expérience suisse. Et comme il faut toujours une première question pour briser la glace, comme on dit, et permettre le début du débat, je vais me permettre de la poser à Grete Thaler. Elle nous a rappelé que Denis de Rougemont avait publié l'un de ses livres en allemand avec ce titre, Die Schweiz, Modell Europas, sans même un point d'interrogation. Voilà le Neuchâtelois Denis de Rougemont actif à Genève qui est presque comme un Vaudois en disant il n'y en a point comme nous. Est-ce vraiment cela? Mais surtout par rapport à cet exemple de Denis de Rougemont, comment imaginer ce partage d'expérience entre notre fédéralisme suisse, notre réalité avec l'Union européenne dans ce débat justement partenarial sur cette notion des enseignements de l'expérience suisse par rapport à l'Union européenne et le fédéralisme. Comment voir cela aujourd'hui et demain, Grete Thaler? Si je peux donner une réponse, si je peux essayer de répondre, je me suis rendu compte depuis quelques mois et surtout maintenant de nouveau que ce livre s'adresse à plusieurs groupes. D'une part, il s'adresse à la Suisse. Et je dois dire que j'ai repris le texte tellement fascinant de Denis de Rougemont parce que j'ai trouvé que cette idée de partage de souveraineté pourrait être montrée par Denis de Rougemont d'une manière beaucoup plus claire et d'une manière qui pourrait être compris par le lecteur de ce que j'aurais pu faire moi-même. C'était aussi son style et sa manière de comparer, par exemple, c'est une expression que je reprends à plusieurs moments. Il dit qu'un Appenzellois et un ouvrier bernois et un Appenzellois qui chantait ces chants de montagne et un banquier, il parle d'un banquier anglomane genevois, qu'ils avaient au fond rien ensemble, qu'ils étaient mutuellement des étrangers entre eux. Et peut-être je suis quand même un peu marquée par mon passé aux chambres fédérales où j'ai pu, pendant un certain temps, j'avais le devoir d'un peu tenir ensemble toutes ces mentalités. Et ce que j'ai appris en lisant ça, qu'on peut avoir je prends maintenant le mot qui n'est jamais dans mon livre, je ne parle jamais d'identité, et je sais pourquoi, j'avais peur de ce mot, de cette expression. On peut être loyal à des institutions communes, même si on est mutuellement assez étrangers. Et ça, j'avais compris par ce texte, et je pense que c'est quelque chose que les Suisses savent vraiment, et on le vit. Aujourd'hui, quand j'ai pris le train de Berne à Lausanne, j'ai de nouveau senti comme c'est différent. C'est des mentalités différentes, et on est quand même identifié à des structures communes qui nous protègent. Et peut-être c'est même pas tellement intellectuellement qu'on peut commencer à discuter ça avec d'autres gens, mais on a ça aussi dans le DNA, nous, parce que François Chérix a parlé du DNA. Ce n'est pas seulement l'UDC qui est dans ce DNA. Peut-être c'est un phénomène qui va abaisser un peu, on ne sait pas, mais on espère. Mais il y a des choses dans nos DNA qui est beaucoup plus
beaucoup plus vieille et beaucoup plus marquant. Et là, je vois j'ai maintenant peut-être un peu dépassé la question, mais c'est aussi déjà un peu la réponse à des éléments que François Chérix a mis. Merci beaucoup. Grâce aux collaborateurs de la Fondation Jean Monnet, nous avons des micros qui sont à disposition. Qui souhaiterait prendre la parole, poser une question ou intervenir? Oui, madame, s'il vous plaît. Si vous avez l'amabilité de vous présenter. J'ai une question à la fois pour M. Dujanski et Chérix. Vous avez essayé, Monsieur le professeur, de nous faire partager un sentiment d'urgence, même d'extrême urgence, puisque vous pensez que l'Europe pourrait disparaître si on ne la réforme pas rapidement. Alors M. Chérix nous dit qu'en Suisse, on voit l'intérêt économique, mais comment vous expliquez que peut-être que ce sentiment d'urgence, pour des gens de votre génération et des suivantes qui ont connu la guerre, ils ont toujours vu l'Europe comme étant le moyen d'avoir la paix. Et pour les plus jeunes Européens qui sont dedans, qui passent d'un pays à l'autre, qui vont étudier d'un pays à l'autre, ils ont l'impression que ça ne peut pas s'arrêter, donc ils ne voient pas l'urgence. Il me semble que les jeunes Européens qui sont dans l'Union européenne ont l'impression que c'est un acquis et n'imaginent pas que ça pourrait être menacé. Donc et peut-être qu'en Suisse, comme on n'a pas eu cette violence et ces souvenirs dans les familles, l'économie passe avant tout simplement parce qu'on n'a pas eu besoin de mettre la paix en premier. Oui, madame, je suis tout à fait sensible à votre question et je suis de votre avis. Un des problèmes majeurs de cette urgence, c'est qu'elle n'est pas perçue. Et un des plus grands dangers dans l'histoire, c'est l'endormissement des peuples. Et une des choses qui m'attristent le plus dans mon pays, c'est ce sentiment d'être au balcon, à regarder le monde, privilégié. Je m'en réjouis aussi, mais au fond, pas concerné. Et là, je rejoins le professeur Sidjanski. On est complètement d'accord quand on regarde un peu fonctionner l'Union européenne. En même temps, on ne peut pas l'imaginer se désagréger, mais on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Si Emmanuel Macron échoue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en Italie, etc., etc. Donc on est vraiment, me semble-t-il, dans une zone dangereuse où on ne sait pas si la barque européenne va passer les récifs ou s'échouer ou si elle va retrouver le grand large. Et c'est dans ce sens que, je crois, on est plusieurs à parler d'urgence et de sentiment européen, c'est-à-dire de se sentir concerné. Et là, juste encore un tout petit mot à Grete Thaler, c'est bien au-delà de l'UDC, la question de l'ADN. Si c'était que ça, si c'était qu'une histoire de parti, mais mon Dieu, ce serait formidable. Un exemple parmi 100 000. La question numéro 1 pour accéder à la magistrature suprême, c'est-à-dire Conseil fédéral en Suisse, l'année passée, qui a été posée à tous les candidats, c'est « Êtes-vous, oui ou non, membre d'une OMS ?» Et les journalistes n'ont pas arrêté de nous matraquer avec cette question parce que c'était « Êtes-vous, oui ou non, un bon patriote ?» Donc ça dit quand même où on est. Voilà quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. La question d'être membre du OMS est régulièrement posée aussi. J'en sais également quelque chose. Je pense que pardon, monsieur le professeur, alors. Ah oui, c'est celui-là. Merci au nom de Denis de Rougemont. C'est très difficile de parler au nom d'un grand européen et penseur, mais je voudrais vous rappeler qu'il distinguait, et moi je distingue aussi, le terme de personne de l'individu. Je pense que l'individu évoque beaucoup plus un certain renfermement en soi, une certaine volonté de satisfaire ses goûts personnels, de sa famille, plutôt que de s'ouvrir aux autres. Et la personne est la base fondamentale. La personne a été pour la première fois évoquée par les stoïciens en Grèce qui ont été contre les esclaves et qui ont dit tous les hommes sont
de la même dignité, ils ont la personne, ils constituent la personne. Il faut les respecter. Ensuite, c'est le christianisme qui va reprendre cette notion fondamentale. Et pour Denis de Rougemont et pour moi, la base du fédéralisme est là. Parce que la personne implique à la fois les différents principes de respect de l'autre, le principe démocratique de participation, parce qu'il n'y a pas seulement les gouvernements, il y a le fait comment on fait participer les citoyens, et c'est un des grands problèmes aujourd'hui en Europe. Et troisièmement, je ferai une remarque, c'est que la souveraineté Churchill qui l'a utilisé pour la première fois, et je peux vous donner des références très précises. À chacun son invention, sa participation. Denis a participé à tellement de choses, a contribué à l'Europe. Moi, ce qui m'enivre personnellement, c'est d'entendre des arguments totalement faux en Suisse concernant l'Europe, et pas seulement en Suisse, évidemment, dans tous les pays européens. D'abord, l'argument « Ah, c'est une technocratie immense, bureaucratie, etc. » Mais comparons, nos villes, parfois, ont autant de fonctionnaires et de politiques engagés. Mais l'Europe, c'est 450 millions d'hommes et femmes, et enfants, évidemment, et l'ensemble. Donc, ce n'est pas la même conception. Et c'est pour ça, pardonnez-moi, madame, mais je préfère de beaucoup parler des personnes, des communautés de personnes, plutôt que des individus. Et les individus se sont développés, peut-être au départ par la France, la Révolution, mais surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne parle pas de personnes, on parle d'individus. Individus, c'est l'éclatement de nos communautés à l'avenir. Moi, je pense qu'au contraire, il faut mettre aussi l'accent sur ce que nous devons faire pour l'Union, ce que nous devons faire pour la Suisse, et pas seulement ce que c'est Denis de Rougemont qui disait, je veux me poser la question, ce que je peux faire pour la Suisse, pour l'Europe et pour le monde. Donc, renverser nos responsabilités. Si on veut être responsable, on est des personnes qui reconnaissent les autres. C'est le fond. Merci beaucoup. Monsieur avait demandé la parole. Oui. Voilà. Mon nom est Maurice Wagner. Je me permets d'intervenir en rapport avec une partie du titre d'aujourd'hui qui est les enseignements de l'expérience suisse. Je pense qu'un grand enseignement de l'expérience suisse, c'est la responsabilisation des différents acteurs, et notamment des cantons. Il y a dans notre système, qui n'est certainement pas parfait, mais on ne peut qu'observer avec satisfaction qu'il n'y a aucun canton qui se sent relégué en deuxième ou en troisième classe. Il y a une grande équité de la représentation. Et là, j'étais un peu interpellé par ce que disait le professeur Sidjanski, qui semblait suggérer que c'est une bonne idée de réduire les aides aux pays qui se comportent mal et que le concept de noyau dur devrait être encouragé. Il me semble que ce qu'on veut, effectivement, c'est responsabiliser. Et responsabiliser signifie impliquer les pays. Or, ce qu'on observe maintenant, et je mentionne un exemple, il y a 2 ans, j'entendais le Premier ministre belge Charles Michel, après une grande réunion des chefs d'État à Bruxelles, qui disait « Ah, je n'avais pas le souvenir d'avoir demandé au président Hollande de représenter la Belgique ». Et en fait, c'était assez symptomatique de ce qui se passe maintenant. Et M. Van Rompuy, l'autre jour à la Fondation Jean Monnet, en gros, il a dit laissons les Français et les Allemands régler les problèmes, les autres vont suivre. Et je crois que ça, c'est mauvais.
personnellement, je verrais plutôt pour chaque question importante un groupe de pays avec des grands et des petits pour s'assurer que tout le train fonctionne d'une manière harmonieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle... Oui, monsieur le professeur. Oui, à cette question. Dans le traité de Lisbonne, il y a une possibilité de créer des avant-gardes, comme disait Delors, il aimait cette expression, moi je ne l'aime pas beaucoup, mais de donner la possibilité de ceux qui veulent aller de l'avant, de pouvoir le faire à une condition, de laisser des portes ouvertes pour tout un chacun des membres de l'Union. C'est aujourd'hui, à mon avis, indispensable étant donné l'urgence et je vois l'effritement des solidarités. Pensez simplement à cette idée que les réfugiés et les migrants devaient être répartis, chaque pays devait prendre une petite proportion. La Hongrie, la Pologne, ils ont refusé tout ça. Donc, il n'y a pas la solidarité indispensable. Si on attend de voir ce qui se passera, mais nous avons une crise qui peut demain se déclencher dans le domaine financier, dans le domaine économique, nous le savons parfaitement. Nous avons la probabilité d'être vendus ou achetés par les Chinois, par d'autres puissances qui se dressent devant nous. Et nous n'avons pas, quand on parle de défense, on dit il faut une défense européenne. Parfait. Mais la défense, soyons clairs, suppose un gouvernement démocratique. Autrement, ce sont les généraux européens qui vont nous diriger. Quand on pense à la sécurité, c'est le même problème. Les affaires étrangères, la sécurité, tous ces domaines ne sont pas aujourd'hui les domaines où l'Europe a son mot à dire. C'est ça le problème. Et ce sont des problèmes essentiels pour répondre aux défis et aux menaces. Il faut un minimum de partage de souveraineté. C'est ça le partage de souveraineté. Et on ne peut pas forcer les Hongrois à partager la souveraineté. S'ils ne veulent pas, on a la possibilité entre 9 États d'avancer et de dire « venez avec nous, c'est pour répondre à la crise ». Donc c'est ça la conception, ce n'est pas de négliger les autres. Maintenant, je suis d'accord avec vous que les expressions que nous utilisons, l'Europe à 2 vitesses, l'Europe à géométrie variable, etc., sont des expressions très malheureuses. Et là, on voit que chaque mot pèse. Et il y aura une réunion prochainement des pays de l'Est, du Visegrad, etc., pour savoir comment expliquer que ce n'est pas contre, c'est pour l'ensemble. Parce que l'Europe, pour maintenir les aides qu'elle donne, elle doit survivre elle-même. Et il faut qu'un noyau donne l'impulsion. C'est ça. Qui, à long terme. Merci beaucoup. François Jory voulait compléter également. Oui, alors très brièvement, clé, responsabilité. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche et c'est en effet peut-être un apport de l'expérience suisse où on est arrivé à instaurer cette notion de responsabilité dans les rapports entre États membres, entre cantons. Mais là, de nouveau, il ne faut pas non plus idéaliser. Je parle sous le contrôle du Conseil national Laurent Verly. Les batailles à l'intérieur du fédéralisme suisse entre États constituants ou entre cantons, ils peuvent être extrêmement rudes. Hein. Et je ne parle pas seulement des jalousies, etc., mais chacun défend encore aussi pas mal ses intérêts, qu'on pense au dumping, etc., etc. Donc, de nouveau, cette notion est clé parce que sans celle-là, on ne fait rien, mais nous, on n'y parvient pas toujours non plus. Merci. Qui aimerait encore intervenir? Madame, s'il vous plaît. Si on peut. Le micro va arriver, je crois. On vous entend pas.
Merci pour vos discours. Pour moi, l'Europe, c'est un must. N'est-ce pour une armée en commun, ce serait beaucoup moins cher. Et surtout la recherche, ce serait beaucoup moins cher pour tous les pays. Mais, excusez-moi de dire, à Bruxelles, les dirigeants, pour moi, sont des nullités. Parce qu'ils sont incapables de parler au peuple d'une manière simple que même un homme qui n'est pas intelligent comprend et peut donner du goût, donner de l'appétit. Mais malheureusement, c'est complètement absent. Et puis, le rôle de la Banque centrale. Vous savez, la spéculation de l'argent, les intérêts bon marché à la longue, c'est dangereux. Qu'est-ce que l'Europe centrale, la Banque centrale européenne, comment va-t-elle prévenir tout ça? Merci. Monsieur Cherix. Sur la qualité des dirigeants, voilà, les hommes sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas toujours d'ailleurs les gens de Bruxelles, c'est souvent les dirigeants des États membres. Hein. Et l'Europe n'est souvent pas meilleure que les États qui la composent. Et puis une note d'espoir. Président français actuellement, on ne peut pas le considérer comme nul dans la communication et on ne peut pas le considérer comme incompréhensible de mon point de vue. Voilà, sur ce point, ma foi, il faut faire avec l'être humain tel qu'il est. Mais moi, j'ai l'espoir aussi qu'il y a des gens qui se lèvent et qui sachent parler à nos contemporains. Vous remarquez que la Banque européenne est une banque qui a des fonctions très limitées. Elle est surtout pour veiller sur l'inflation, c'est ça le numéro 1, et si elle a élargi sa fonction, quelque sorte, elle a de cette façon sauvé le système bancaire en Europe. Ça, c'est certain. Je pense qu'il lui manque, évidemment, comme dans les pays anglo-saxons, pour une fois, c'est intéressant de faire la remarque, où la Banque centrale a un rôle dans la croissance du pays et dans l'emploi. Elle ne se soucie pas seulement du côté financier, mais elle doit penser à l'autre. Maintenant, vous avez vu récemment, et ça je tiens à le citer, que notre Banque nationale suisse a été accusée d'avoir acheté des actions aux États-Unis, notamment dans les schistes. Toute cette production nouvelle est catastrophique, qui est en contradiction parfaite avec la ligne gouvernementale en Suisse. Comment on en arrive là? C'est la question que je me suis posée, franchement. Et je pense, en conclusion, si nous n'avons pas vraiment des éléments de pouvoir souverain, de pouvoir, ce qu'on appelle en France, régalien, toutes ces questions que nous avons, les menaces, dépendent des pouvoirs souverains. Et l'Union, à l'heure actuelle, ne les a pas. On ne peut pas la forcer à agir dans des domaines pour lesquels elle n'a pas de compétences. C'est ça le grand problème. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons donner le micro à une peut-être dernière question ou intervention, vu l'horaire? Alors peut-être les deux, ben voilà. Alors, madame, ladies first, comme on dit en bon franglais. J'avais juste une question, c'était... il y a ça marche pas? Monsieur Trump va parler tout à l'heure, peut-être qu'il est déjà en train de parler, et si, par exemple, un conflit, je dirais, princeps en Orient se déclenche, que peut faire l'Europe, là? Parce que, si dans ce qui vous parliez de refonder l'Europe, alors ce serait dans quel sens par rapport, dans un cas comme ça? Madame Allaire, qui m'assiste, oui, vous avez tout à fait raison. On parle de défense européenne. Il y a la possibilité
selon le traité, pour 5 pays, de former un groupe qui doit néanmoins recueillir l'approbation des autres. Il ne peut pas agir n'importe comment. Or, ce que vous avez constaté, que dans le cas de l'intervention au Mali, et c'est une intervention qui est bonne dans le sens substantiel, mais du point de vue forme, c'est la France unilatéralement qui a agi. De même pour les migrants, lorsque Mme Merkel a été voir Erdogan et lui a promis des 3 milliards plus 3 milliards, etc., pour qu'il stoppe, n'est pas, l'invasion de la Grèce par les migrants, eh bien c'était un acte unilatéral qui était ensuite soumis aux uns et aux autres pour approbation. Ça, ce sont des erreurs fondamentales. Et j'espère que Macron ne tombera pas dans ce piège par son dynamisme éclatant. Je suis engagé, alors je profite pour vous dire, dans ces conventions macronistes, je vais participer parce que je pense que les professeurs, les académiques, les chercheurs devraient tous s'engager aujourd'hui. Et la Suisse, il ne faut pas s'imaginer que la Suisse peut survivre sans une Europe unie, capable de maintenir son rang dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est ma conclusion. Merci beaucoup. Et dernière intervention, question. Merci beaucoup. Mon nom est Olivier Henner. Déjà, je voulais constater qu'on n'a pas prononcé, ou je ne l'ai pas entendu, on n'a pas prononcé, ou alors je n'ai pas entendu le mot contrat social aujourd'hui, ce qui est quand même surprenant. Et la deuxième chose, on est le 8 mai, qui est quand même le jour de l'armistice, et donc aussi la refondation de cette Europe après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Non, le mot contrat social n'a pas été mentionné ce soir, ni le 8 mai, soit dit en passant, qui est quand même de l'armistice. Vous mettez l'accent sur le grand défaut de l'Europe, qui est essentiellement dans le domaine économique, technique, la recherche et tout ça, mais le côté social n'a jamais été suffisamment développé. Et nous n'avons pas de contrat social au niveau européen. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Grete Haller pour quelques mots, puisque nous avons débuté avec Grete, et c'est un grand plaisir que je lui donne la parole avant que je termine cette rencontre. Chère Grete. Je voudrais d'abord remercier pour cette discussion intéressante. Ce que je vois que c'est... J'avais jusqu'à maintenant pas encore une discussion sur mon livre ou une présentation en Suisse alémanique. Il y avait 2 fois une manifestation en Allemagne qui s'est déroulée totalement d'une manière différente que ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu ici. Et c'est donc la première fois en Suisse. Et je voudrais me limiter à un point, de donner une réponse qui était une notion qui était mise en question par les deux, par François Chérix et par le professeur Sidianski. Les deux ont un peu mis en question l'expression de l'individualisation, pour des raisons différentes. Je commence avec la proposition de plutôt parler de la personne. L'original du livre était écrit en allemand, c'est clair, parce que ma langue maternelle est allemande. Et
je ne peux pas m'imaginer, je réfléchis depuis 30 minutes quelle pourrait être la réponse. Oui. Et je pense, en allemand, ça aurait été difficile de trouver quelque chose dans cette direction, mais il faut réfléchir un peu davantage. Mais ça peut être un élément qui aurait rendu difficile d'aller dans cette direction. Je veux seulement faire cette parenthèse. Je ne peux pas donner la réponse tout de suite. Je ne suis pas sûre si il y a là une différence entre l'Europe et les États-Unis. Je connais très bien la différence des valeurs entre les États-Unis et l'Europe parce que c'est depuis que j'étais à Sarajevo, j'ai travaillé 5 ans là, j'ai bien étudié ces différences et bon, je dois encore un peu aller dans, plus bas dans approfondir cette question, mais ça m'amène à la réponse que je voudrais donner à François Chérix. Je parle très clairement toujours de l'individualisation politique. Et je parle maintes fois de ça, j'ai même introduit un petit chapitre pour faire la différence entre l'individualisation économique et l'individualisation politique, parce que je me suis rendu compte que, ou bien je savais depuis plusieurs années, qu'il y a des milieux, disons, néolibéraux, bien que c'est une expression difficile, il y a des milieux qui veulent l'individualisation économique sous l'angle d'abandonner la solidarité sociale. Et ils parlent de l'individualisation. Bon, c'est connu. Et c'est pourquoi j'ai fait clairement la différence entre l'individualisation économique, ce qui est un élément négatif pour moi, et l'individualisation politique. Mais c'est là où je suis très claire que l'individualisation politique qui crée le citoyen. Et je dis à maintes fois, le citoyen existe seulement comme concitoyen. Donc, c'est ce problème que je pourrais aviser un élément comme se retirer dans le privé, c'est absolument exclu. Et si c'est trop peu clair dans ce livre, je devrais continuer et encore, pas écrire un nouveau, mais être assez clair dans les discussions comme on l'a eu maintenant. Alors, je voudrais vraiment remercier beaucoup pour cette discussion, c'est toujours très intéressant pour moi, et j'espère que la discussion continue. Oui. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, je rassure tout de suite Greta Lehr, c'est très clair dans son livre. Faut-il encore que les gens le lisent? Et surtout, que ça soit très clair pour les gens qui l'ont lu et qui le partagent plus loin. C'est à tout moins, en tout cas, une conclusion première qu'on pourrait donner à cette rencontre. Merci encore infiniment, mesdames et messieurs, de votre présence avec nous ce soir. Le moment n'est pas terminé, vous le savez, pas seulement dans le canton de Vaud, mais certainement aussi dans le canton de Vaud. Le moment qui permet vraiment de dialoguer et de poursuivre les discussions s'appelle l'apéritif. Et il nous attend justement. Donc, restez encore un moment avec nous, partagez. Merci notamment à vous toutes et tous qui êtes intéressés aux questions européennes et aux questions des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Je crois que nous sommes tous conscients d'un terme fort qui a été dit tout à l'heure. Une Suisse forte n'a aucun intérêt à une Union européenne faible et que les relations doivent être très clairement ainsi entre des partenaires. Et nous avons, mesdames et messieurs, toutes et tous ici, des éléments à jouer. Alors évidemment, certains parmi d'entre vous ont une histoire et un engagement qui a été très important à plusieurs occasions, dans différentes fonctions. Vous êtes plusieurs professeurs d'université. Je salue également Monsieur le secrétaire d'État honoraire Jacques de Watteville, président actuel de la Banque cantonale vaudoise, dont on sait son engagement sur ces questions au cours de ces dernières années. Mais vous êtes très nombreux à avoir et surtout à vous engager encore pour ces questions européennes, parce que comme François Chérix le disait tout à l'heure, comme d'autres l'ont dit,
Il est important que nous continuions à parler de ces relations entre la Suisse et l'Union européenne, au même titre que Denis de Rougemont l'avait fait, et son enseignement de l'expérience suisse continue évidemment. Merci infiniment à la Fondation Jean Monnet, à son directeur, ses collaboratrices et collaborateurs pour la parfaite organisation de ce moment. Encore une fois, merci aux techniciens, à l'État de Vaud pour le fait de nous prêter ainsi cette eau-là, de le mettre à disposition. Merci à notre vice-président, Rudolf Wider, qui a parfaitement œuvré pour que les slides puissent passer, et notamment l'un des slides qui était tout à l'heure et qui peut peut-être être remis à l'écran, à savoir les prochaines manifestations de l'Association suisse de politique étrangère. En particulier, notons-le, une manifestation dans la 3e culture suisse, en l'occurrence le 8 mai à Lugano. N'hésitez pas, si vous y êtes ou si vous avez envie d'aller à Lugano, de profiter de ce moment. Pardon, c'est pas le 17 mai, pardon, 17 mai, excusez-moi. Oui, c'est vrai que le 8 mai, c'est ici, donc on n'aurait pas pu être aux deux endroits. Et puis surtout le 15 juin à Berne, au Rathaus, à l'hôtel du gouvernement à Berne, entre 15h et 18h pour le moment de jubilé des 50 ans, pour une Suisse ouverte, jubilé de notre association. Vous rappelez encore qu'à la sortie, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous trouvez le livre de Greta Lehr, L'Europe, un espace de liberté, le rôle politique de l'individu en des temps de nationalisme. Tout un programme, vous en conviendrez. Très bon apéritif, très bonne action entre la Suisse et l'Union européenne. Merci de votre engagement et très belle soirée. Merci à toi. Merci.